Voilà, mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de prendre le rendez-vous de ce plateau, le duel de ce dimanche 14 septembre 2025. L'actualité politique et sociale au Bénin en pleine ébullition et c'est le moment justement de la décrypter sans concession. D'un côté, le compte à rebours pour l'élection présidentielle de 2026 est lancé. La candidature de l'opposition est au cœur de toutes les spéculations. De l'autre, un projet d'envergure, le déménagement du marché international dans Tokpa est sur le point de transformer le quotidien de milliers justement de Béninois. Deux sujets qui posent des questions cruciales et appellent des réponses concrètes. Mesdames et messieurs, c'est de cela, oui, il sera question au cours des prochaines minutes que nous aurons à parcourir ensemble avec nos invités qui sont déjà présents sur ce plateau avec nous. Roch Rouanou, c'est un analyste politique et proche de l'opposition au Bénin. Roch Rouanou, bonjour. Bonjour cher ami, bonjour monsieur Ida Saïzanon, bonjour chers amis téléspectateurs de télé, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Merci pour votre disponibilité. En face de Roch Rouanou ce matin, nous avons la présence du docteur Gildas Senan Médé. Il est à Isanon. Voilà, c'est un acteur politique aussi proche de la mouvance présidentielle. C'est un soutien, oui, j'allais dire, du président Patrice Talon. Docteur Gildas, bonjour. Bonjour, cher ami Mathieu. Bonjour, compatriote Roch. Bonjour également à nos téléspectateurs. C'est un plaisir, un réel plaisir alors de retrouver votre plateau à E-Télé. Ça fait un bout de temps que j'ai pris par ici. C'est donc beaucoup de joie que de vous retrouver. Merci infiniment. C'est un plaisir partagé. Mesdames et messieurs, je vous l'annonçais dans mes propos introductifs. Oui, le Bénin s'approche d'une échéance électorale majeure avec la présidentielle de 2026. L'opposition confrontée au défi de l'unité est au cœur justement de toutes les attentions. Alors que les noms circulent et que les stratégies se dessinent, la grande question qui taraude les esprits est celle de savoir qui sera le candidat capable justement de rassembler et de porter les couleurs de l'opposition. Le rôle de figure emblématique comme l'ancien président Dr Thomas Boni Yayi, les rumeurs de débauchage au sein du parti, les démocrates et les divisions potentielles nous poussent à nous interroger sur l'état de l'opposition et sa capacité, à s'organiser face à une échéance aussi cruciale. Après la conférence de presse tenue le 6 septembre au parti, au siège du parti, les démocrates bien évidemment, où Guy Mitokpe, le secrétaire à la communication du parti, a soulevé la question d'un présumé débauchage justement des députés LDA après le retrait des fiches de parrainage. L'ancien chef de l'État, président Boni Yayi, est revenu sur le sujet jeudi dernier. Nous allons en parler sur ce plateau et nous allons démarrer par vous, Dr Gildas Aïzanon. Alors, que pensez-vous concrètement de cette affaire à un moment où la mouvance a finalisé déjà son choix? Déjà, merci encore pour l'invitation. C'est un débat intéressant. Oui. L'élection présidentielle, c'est un moment décisif qui consacre le choix de celui-là qui va diriger l'avenir du Bénin pendant 5 ans. J'ai pour habitude de répéter que c'est la rencontre d'un homme, d'une femme avec le peuple. C'est un rendez-vous, n'est-ce pas, qui permet de mesurer la légitimité politique et morale du futur chef de l'État. Et donc, que cela donne lieu à quelques remous, que cela donne lieu à quelques crocs en jambes entre les acteurs politiques, cela ne devrait guère surprendre. La mouvance, effectivement, a pu, n'est-ce pas, s'entendre autour d'un nom. On attend que l'opposition puisse faire de même. Et quand, du côté de l'opposition, on a des rumeurs telles qu'il y a des tentatives de débauchage. Bon, cela pourrait relever également d'une stratégie. Cela pourrait, on peut volontairement vouloir faire monter les enchères. Comme également, il ne faut pas tout rejeter en bloc. Nous sommes sur un terrain politique. Les uns et les autres développent des stratégies pour pouvoir remporter la mise. Mais ce que je pense personnellement, c'est qu'il n'y a pas péril en la demeure et que les prochaines élections présidentielles connaîtront forcément
plusieurs offres politiques. On pourra avoir des candidats ou un candidat de l'opposition. On a déjà un candidat de la mouvance présidentielle. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que le peuple, en tant qu'arbitre souverain, saura faire le choix qui lui convient au moment opportun. Voilà, c'est vous votre avis sur cette première interrogation sur ce plateau ce dimanche 14 septembre, oui, 2025 au Roc. Nous sommes à vous avec cette même interrogation supposée débauchage des députés LD après avoir retiré justement le fiche de parrainage. Quelle est votre appréciation, sinon quelle analyse justement faites-vous de cette situation? Non, je pense fondamentalement que nous n'allons pas focaliser tout le débat de la grande messe qui s'annonce sur de supposées tentatives de débauchage. Vous savez, 2026, ce sont des rendez-vous très importants pour le peuple béninois. D'abord, historiquement, c'est la première fois que nous couplons des élections en République du Bénin et que nous organisons une même année 3 élections. Nous renouvelons carrément la classe politique. Et donc, il faut remarquez là que chaque camp va rivaliser de stratégies pour charmer le même peuple vers qui toutes les formations politiques iront pour solliciter le suffrage. Et donc, les amis du parti, les démocrates, ils sont aussi habitués des débauchages. Et nous avons vu l'actualité un peu même avant leur conférence de presse, et tout ce qu'ils ont fait à Kandi, et avec leur alter ego de l'opposition, FCBE, des débauchages de CIA et autres. Donc tout cela concourt, participe, et celui qui s'empresse aussi de crier haut sur le baudet, c'est un peu pour préparer psychologiquement, et comme on le dit aussi, peut-être pour monter les enchères, cela jouer plus intéressant. Et donc, je ne voudrais pas qu'on focalise l'attention, on attend que ça arrive, et si ça arrive également, il faut savoir que ce sont les jeux politiques. Ce qu'il faut faire, dans un cas ou dans l'autre, c'est de protéger les siens, qu'ils n'aillent pas là où ils ne doivent pas aller. C'est en réalité le défi actuel pour l'un et l'autre des deux camps. J'ai vu, entre le BR et l'UP, un pacte de non-agression, sanctionné même par un communiqué du président Diogbenou qui dit, les amis de l'UP, c'est-à-dire les leaders de l'UP, ne doivent pas aller vers les leaders ou figures du BR cherchant à les débaucher, ils ne prendront pas. Et même si de leur propre chef, des gens du BR venaient, et qu'ils doivent aussi leur fermer la porte. Et que cela participe de la cohésion au sein du groupe. Ça veut dire déjà que même au sein de la mouvance, les gens se débauchent mutuellement. Qu'en est-il alors de l'opposition face à la mouvance, ou même de l'opposition entre la mouvance? Parce que l'opposition au Bénin, on voit aujourd'hui la cartographie, hein, elle est plurielle. Elle est plurielle. Oui. Il y a d'un côté le Parti démocrate qui essaie de s'entendre avec d'autres. Oui. Il y a la FCBE également. Oui. Il y a le cas de contexte. Il y a tout ce qui va avec. Donc il faut s'attendre également là, et pas à un seul candidat, mais à plusieurs candidats. Voilà, il faut s'attendre justement à plusieurs candidats. Est-ce que vous avez comme impression qu'à la lutte où vont les choses aujourd'hui, cette rumeur qui circule peut impacter d'une manière ou d'une autre justement l'opposition? Non. Écoutez, les conclusions, nous les aurons entre le 10 et le 14 octobre. Octobre, bien sûr. Bien sûr. Calendrier fixé par la loi et sorti par la Sénat. Voilà. Et aujourd'hui, je dis, l'opposition n'est pas tenue de faire comme la mouvance. Si la mouvance a un chef qui, de façon stratégique et intelligente, a pu concilier en son sein les différentes intentions, les ambitions, concilier les uns, parce qu'il en avait, hein. Nous avons suivi l'actualité. Oui. S'il a pu sortir le génie qui lui a permis de désigner un candidat autour duquel nous sommes en train d'observer l'effervescence, on peut dire apparent pour le moment, parce qu'on ne connaît pas tous les dessous, mais quand même des ralliements qui s'annoncent au jour, et tous les partis de la mouvance qui semblent apprécier de façon, je le dis encore, terre à terre le choix. Et
on verra dans les prochains jours ce qui va devenir. Donc je dis, l'opposition n'est pas tenue forcément de faire comme la mouvance. Mais l'opposition a un deadline également. Et nous voyons déjà ce qui se passe dans l'opposition. Oui. Vous savez, d'abord, on voit carrément 2 camps ou 3 camps. Tébé qui vient de quitter également le cadre. Au fait, ce que moi, l'analyse que je fais, c'est qu'à un moment donné, les partis qui ont couru aller vers Boni Yayi se sont fourvoyés. Ils ont pensé qu'en étant du cadre, ils deviennent d'une manière ou d'une autre des alliés pouvant prétendre être désignés comme candidats du parti Les Démocrates. C'est peut-être une méconnaissance totale des lois. En l'état, s'il n'y a pas eu un accord de coalition parlementaire ou de gouvernance entre les démocrates ou NFN, entre les démocrates ou NPL, même si NPL devient le parti, entre les démocrates ou GSR, et même Guédou, les députés LD ne pourront pas parrainer ceux-là. Au ministère de l'Intérieur, je suppose, si les documents ne sont pas biaisés, c'est-à-dire, voyons, est président d'un parti politique. Donc c'est anachronique qu'un président d'un parti politique, s'ils ne sont pas en accord de gouvernance ou en accord de coalition parlementaire, qu'ils puissent être portés par les candidats de l'autre. Voilà. Donc il se faut voir. Ils ne savent pas, peut-être, ou bien on fait exprès de ne pas savoir. Même chose pour Guédou, même chose pour peut-être que MPL a compris, c'est pourquoi lui il s'est retiré. Et on voit Eda qui coutise beaucoup Boni Yayi. On entend le nom également de Gane Osoglo qui fait des jeux. Donc il faut d'abord s'entendre sur un accord pour permettre légalement aux députés LD de pouvoir parrainer. Ça fait un. L'autre côté, il y a peut-être aussi les influences extérieures. Vous n'êtes pas sans savoir Komi Kouché qui est à l'extérieur, qui aura certainement son mot à dire, et Dame Madougou qui est là, et leurs derniers amis. Donc c'est un tout. De l'autre côté, on voit au niveau de la FCBE, avec les accords, parce que avec les partis. ils ont compris que s'il n'y a pas un document, un accord de coalition parlementaire avec X ou Y, les députés ou les maires, les parrains de l'autre camp ne peuvent jamais parrainer. Dès que vous prenez la fiche de parrainage, c'est bien situé. Élément de ton parti ou accord de coalition. Donc s'il n'y en a pas, ce serait compliqué. Donc je pense que lorsque eux, ils auront réglé cette étape, c'est sûr qu'ils n'auront pas beaucoup de problèmes à sortir un candidat. On les a vus en 2021. On a vu le schéma. C'était le président d'honneur qui était Djemba, qui était le président. Et Paul Rompé, le secrétaire qui était le vice. Aujourd'hui, je pense que les critères d'âge, le président Djemba a passé. Donc c'est Paul Rompé qui vient pour le moment en tête. On verra s'il y aura un colistier. Mais de toutes les manières... C'est juste des analyses. Non, ce sont des analyses. Ce sont des analyses basées sur les faits. Et c'est pour rassurer que l'opposition aura son candidat certainement. Et ça ne dépend pas forcément, l'opposition ne dépend pas forcément du calendrier de la mouvance. La mouvance a son terme. La mouvance connaît les raisons pour lesquelles le candidat a été sorti un peu tôt, ou très tôt, ou vite, ou tard. En tout cas, on attend de voir. Oui, docteur Gildas, vous avez suivi votre vis-à-vis. J'ai bien aimé son développement et surtout quand il parle, n'est-ce pas, du candidat de la mouvance et qu'il parle aussi de l'effervescence apparente. J'aime cette prudence parce que la réalité, c'est que ce soit du côté de l'opposition ou de la mouvance, dès qu'un choix est fait, il ne faut pas croire que le choix, il est d'office déjà accepté par la population. Nos populations sont souveraines. On a pu voir ici en 2016 comment il y avait un attelage, une effervescence monstre derrière le candidat Lionel Zinsou, porté par tout un attelage impressionnant, mais le peuple, de manière souveraine, a choisi que le candidat de l'opposition, Patrice Talon, puisse ravir la vedette à tout le monde. Et donc, il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire. Et les populations auront certainement leur mot à dire. Le grand jeu commence pour moi à partir du moment où on connaît
les candidats qui vont être en lice définitivement pour cette compétition. Bon, c'est vrai, la question du débauchage, si je dois revenir un peu là-dessus, Oui. en même temps que cela relèverait d'un jeu politique, il est à souhaiter que ce ne se concrétise pas, que ce soit juste des intentions et qu'on puisse avoir de part et d'autre des candidatures crédibles qui représentent les différentes offres politiques, qui représentent les différentes aspirations, n'est-ce pas, de nos populations. C'est tellement important pour moi et je pense que ce que le président Patrice Talon souhaite, ce n'est pas tant que ça un nom en particulier qui doit prendre sa succession en 2026, c'est un Béninois compétent. Un Béninois compétent qui peut unir la nation, qui peut pérenniser les acquis de la rupture. C'est ce qui importe au président Patrice Talon. Contrairement à ce qu'on peut croire que le président Patrice Talon, il ne sera pas prêt à travailler avec X ou Y, je crois qu'il a dit ce qui est urgent aujourd'hui. Voilà, qu'on puisse avoir des Béninois capables, qu'on puisse avoir des gens qui, à la tâche, connaissent, n'est-ce pas, la responsabilité en ce qui concerne la gestion de l'État. S'il y a un profil comme ça se dégage du côté de l'opposition, du côté de mes amis FCBE, du côté des démocrates ou d'une autre tendance de l'opposition et que le peuple lui faisait confiance, je peux vous assurer que le président Patrice Talon n'aura pas de gêne à laisser le pays dans la main d'une figure compétente. Donc, il est peut-être trop tôt de croire qu'un camp l'emporte déjà sur un autre. Faisons toujours attention. J'ai martelé ce message ailleurs. Il y a des dissensions aussi bien dans le camp de l'opposition que dans le camp de la mouvance. Il ne faut pas avoir froid aux yeux pour le dire. Il y a un consensus, bon, plus ou moins, mais attention, tout le monde n'est pas content du côté de la mouvance aussi. Tout le monde n'est pas content. Il faut savoir allier, n'est-ce pas? Les partisans, par exemple, de Olivier Bokor, qui avaient des intentions plus ou moins affichées. Il y avait beaucoup de partisans qui travaillaient dans le pays pour Olivier Bokor. Il faut savoir rallier les partisans de Joseph Diogbenou, qui en tant que président de l'Union progressiste Le Renouveau, affichait plus ou moins clairement sa volonté d'être président de la République. D'autres noms ont pu circuler. Donc c'est une autre paire de manches que de rassembler réellement, n'est-ce pas, au cœur de la mouvance présidentielle. Et c'est là que nous attendons le leadership de Romuald Wadaï. Oui, il est choisi aujourd'hui, mais il doit pouvoir incarner cette capacité de rassemblement. Il doit démontrer maintenant son côté politique. Saura-t-il être un vrai meneur d'hommes? Sera-t-il rassuré dans son propre camp avant d'aller maintenant piocher dans le camp de l'opposition? Parce que c'est de cela qu'il est question. Sera-t-il rassurer les indécis? Sera-t-il montrer, n'est-ce pas, à ceux-là qui n'ont pas apprécié la gouvernance de Patrice Talon, qui n'est pas juste une continuité de la gouvernance du président Patrice Talon et qu'il saura écouter les autres qui ne sont pas d'accord également. Je pense que c'est essentiellement cela. Donc, c'est trop tôt. Le jeu est encore très ouvert d'ici le 14, comme l'ami le rappelait. On aura les différentes figures qui pourraient candidater pour cette élection présidentielle. À partir de ce temps-là, évidemment, les grandes analyses vont commencer. Espérons que ces analyses soient beaucoup plus autour des idées que les candidats vont porter et non autour de la personne de chaque candidat. Qu'on puisse dire, voilà ce que nous avons envie de faire pour le Bénin, voilà comment nous avons envie, n'est-ce pas, d'amener les Béninois vers le bien-être, voilà ce qu'on veut préserver comme acquis, n'est-ce pas, de la gouvernance Talon, parce que la gouvernance Talon, attention, elle a pu amener la barre à un certain niveau. Il n'y a pas, aujourd'hui, ce n'est pas évident que les Béninois acceptent qu'un futur candidat ou un présidentiel vienne remettre en cause un certain nombre d'acquis très très importants. Est-ce qu'on va renouer avec la question des grèves, par exemple? Est-ce qu'on va permettre que dans nos hôpitaux, par exemple, ce qu'on connaissait avant comme façon de faire où les gens pouvaient abandonner le service public pour aller dans leur cabinet, aller exercer, est-ce qu'on va revenir, par exemple,
exemple, en arrière par rapport à ces genres de détails. La question de l'assainissement des finances publiques, où il y avait presque, c'était pratiquement un passoire, beaucoup de choses se faisaient. C'est pas encore totalement la perfection, c'est vrai, sous le président Patrice Talon, mais on reconnaît au Bénin le fait d'avoir fait des efforts en ce qui concerne l'assainissement des finances publiques, dont il va falloir que les futurs candidats se positionnent concrètement par rapport à ces différents enjeux-là, enjeux de réconciliation de la nation, enjeux d'unité et de paix. Comment on fait avec tout ce qui touche à cœur aux populations béninoises? C'est à partir de cet instant que les vrais débats vont démarrer. Sinon, les différents attelages, les différents affichages médiatiques ne sont pour l'instant pas grand-chose. Voilà, ça c'est ce qui est justement de la question des débauchages. Nous allons à présent parler justement de l'influence de l'ancien président Boni Yayi, le président du parti les démocrates, hein, dans tout ce qui se passe. Vous l'avez suivi encore dans sa dernière sortie le jeudi dernier. Est-ce que vous avez comme impression que l'influence du président Boni Yayi peut avoir un atout justement ou un obstacle, j'allais dire, pour le choix d'un candidat consensuel au sein de l'opposition, Dr Gildas? Oui, forcément. Le président Boni Yayi, c'est un ancien chef de l'État. Il est suffisamment outillé en ce qui concerne les rouages et manœuvres politiques. Si le parti, les démocrates, est allé certainement le chercher pour venir à la tête, c'est pour qu'il puisse incarner une certaine autorité qui permette justement, n'est-ce pas, de faire ce consensus. Je pense que la personne du président Boni Yayi va beaucoup influencer le choix du candidat de l'opposition, tout comme la personne du président Patrice Talon a pu, d'une manière ou d'une autre, jouer un rôle clé dans le consensus autour de Romuald Wadaï. Dit ainsi, pour être honnête avec vous, je ne suis pas très heureux que l'environnement politique béninois soit focalisé autour des deux personnalités, Boni Yayi et Patrice Talon. On n'a pas fait la réforme du système partisan pour que l'espace partisan justement soit caporalisé par Boni Yayi et Patrice Talon. Mais la réalité aujourd'hui, c'est ça. C'est que Boni Yayi va peser dans le choix du candidat démocrate, et Patrice Talon a certainement, d'une manière ou d'une autre, influencé aussi le choix du candidat de la majorité présidentielle. Donc, je pense que il aura son mot à dire. C'est vrai, il y a une communication qui a démarré sur les réseaux sociaux comme quoi, bon, il va faire le choix en tenant compte de tout le monde, ça ne va pas être une imposition, mais je pense que il va quand même exercer une grande influence dans le choix, parce que autrement n'est même pas possible. Il y a certainement encore beaucoup de personnes qui nourrissent des appétits aussi du côté de l'opposition. À un moment donné, il faudra trancher, n'est-ce pas? On va ici, c'est pour, j'espère que on a envie de conquérir le pouvoir d'État. Et quand on a envie de conquérir le pouvoir d'État, on y va avec des chevaux réellement qui peuvent vous permettre de gagner la course. Donc, je suis sûr que Boni Yayi, malheureusement, comme j'ai pu le dire pour le cas du président Patrice Talon, d'une manière ou d'une autre, ces deux personnalités vont encore influencer le choix des différents candidats de leur chapelle politique. Espérons que après 2026, les partis politiques puissent enfin entrer dans leur rôle et se conformer à l'esprit de la réforme du système partisan pour que on aille par exemple jusqu'à l'organisation des primaires à l'intérieur des formations politiques. Qui vous dit que moi qui suis ici, je n'avais pas des ambitions, n'est-ce pas, de porter ma famille politique. Mais est-ce que seulement j'en ai eu forcément l'occasion? Donc, la réforme du système partisan aurait voulu qu'on organise des primaires, que chacun aille séduire les militants et que, in fine, on retienne, n'est-ce pas, celui qui le mieux incarnait la tendance majoritaire au sein d'abord de son propre camp. Pour l'instant, ça ne s'est pas fait ni du côté de la mouvance et ça ne se fera certainement pas ni du côté de l'opposition. Toujours est-il qu'il faut que les gens regardent de très bons profils pour que dans tous les cas, celui qui sera élu, celui qui bénéficiera du choix majoritaire des populations béninoises, que ce soit un bon président. Si on a un bon candidat de la mouvance, et c'est déjà le cas, et qu'on a un bon candidat du côté de l'opposition, dans tous les cas, moi je me dis,
ben, le Bénin aura finalement un très bon président et c'est ce qui compte. Ce qui compte, c'est que le Bénin est un bon président. Hein. C'est l'avis donc du docteur Gildas Aïzanon. Je reviens à vous, Monsieur Roch, Ronwano, sur ce plateau. Tout à l'heure, docteur Roch, docteur Gildas, j'allais dire, parlait de la capacité du candidat de la mouvance Romuald Wada, justement, à réussir à rassembler, à réunir justement autour de sa candidature, justement, les forces et tous les militants. Il a cité quelques personnalités aussi, hein, qui nourrissaient l'ambition d'aller à ces élections, bien évidemment. Est-ce que pour vous, vous pensez que cela peut être peut-être un atout justement pour l'opposition dans le choix de sa candidature, de son candidat, j'allais dire? Cela va sans dire, c'est une réalité. Si vous allez aux élections, c'est pour avoir le plus grand nombre autour de vous. S'ils n'arrivent pas à l'avoir, c'est que ceux-là feront forcément des choix. Et ils auront alors le choix entre ceux que l'opposition essaieront de mettre sur le tapis. Et n'oubliez pas, quand les partis de l'opposition vont désigner tout à l'heure, eux aussi auront à faire la même chose. Ils iront aussi bien à l'assaut des leaders déçus de la mouvance qu'à l'assaut des autres formations politiques. À l'heure actuelle, nous avons en face deux camps. Parce que Boni Yayi, il a beaucoup avancé. Vous savez, c'est un communicateur, mais les gens ne savent pas. Boni Yayi, son dernier message montre clairement comment le choix sera opéré. Il a quitté le cadre. Il est revenu maintenant aux instances de son parti. Donc, désormais, le candidat que Boni Yayi soutiendra sera un candidat du parti Les Démocrates. La FCBE a déjà affiché pour les militants et pour les responsables la volonté manifeste de disposer également d'un duo de candidats, ce qui les a conduits aux accords. Donc, quand les deux candidats, s'ils arrivent à sortir, seront dégagés de ces deux camps également, ils auront à faire les mêmes choses. Vous pensez qu'ils ne guettent pas aussi les dessus de la mouvance? Ils guettent les dessus de la mouvance. Et FCBE également guette du côté des démocrates. Les démocrates qui continuent toujours de faire des yeux doux à certains au niveau de la FCBE. Donc, c'est le jeu politique. C'est le jeu politique. Et comme l'a dit le docteur, c'est le meilleur qui va l'emporter. Et le meilleur, c'est qui? D'abord, il faut le meilleur profil, mais le meilleur en matière politique, c'est celui qui saura fédérer autour de lui les ténors. Celui qui saura fédérer autour de lui les Béninois, déçus peut-être de la gouvernance Talon, exigeants de ce que le Bénin sera meilleur après Patrice Talon, et beaucoup d'autres critères également que nous sortirons les électeurs béninois, le peuple béninois. Donc, forcément, si Romuald Wada n'arrive pas, puisqu'il a été le premier désigné, s'il n'arrive pas à conquérir le terrain, d'autres vont lui prendre l'avantage. Il n'y a rien à faire. Donc, il a à faire. Voilà, il a à faire. Et par rapport à l'influence de l'ancien président de la République, Boni Yayi, le président du parti, les démocrates, justement, est-ce que vous voyez en cela un obstacle ou un atout, justement, pour le choix, justement, du candidat au sein de l'opposition? L'opposition au Bénin, aujourd'hui, elle est plurielle. Voilà. Et nous n'allons plus biaiser les faits. Les faits sont là, têtus. FCBE s'est démarqué et veut aller aux élections. Les démocrates ont le parrainage remis à Boni Yayi. Donc, il n'y a rien à faire. Boni Yayi va peser dedans. Et laissez-moi vous dire, tous ceux qui aujourd'hui ont rué vers le parti Les Démocrates, ce n'est pas pour les beaux yeux d'une autre personne. C'est sur la personne de Boni Yayi compte. C'est de Boni Yayi que les gens veulent profiter. Donc, si quelqu'un veut être candidat du parti Les Démocrates et n'a pas l'onction de Boni Yayi, il ne pourra rien faire. Il ne pourra pas bouger d'un iota. Si Boni Yayi dit, bon, à un moment donné, écoutez, je suis fatigué, hein, faites de votre chose ce que vous voulez, mais c'est fini pour la maison. Disons-nous la vérité. Si Boni Yayi, en 2023, n'était pas descendu sur le terrain politique, vous pensez qu'ils auront les 28 députés? Malheureusement, c'est ça. Ce n'est pas les autres acteurs, les autres leaders du parti qui comptent. C'est l'image, c'est la personne, tout. Et c'est là, je dis, c'est malheureux ce qui nous arrive. On campe la chose sur la position de deux personnes, on ne réfléchit pas davantage, et puis c'est bloqué là. Donc, il n'y a pas de choix. Aujourd'hui, au sein du parti Les Démocrates, sans Boni Yayi, d'ailleurs, pourquoi les gens sont allés calmement, tranquillement lui remettre les parrainages, et pourquoi les gens disent toujours, nous attendons Boni Yayi. Il ne le cache pas. Il ne le cache pas. Et d'ailleurs, il a précisé
dans son dernier message, son rôle important et crucial à jouer dans la désignation. Quand il se voit obligé de rassurer, c'est qu'il sait que les projecteurs sont sur lui. C'est qu'il sait que c'est de lui que viendra le mot. Il n'y a rien à faire. Il a son mot à dire. Maintenant, le piège qui guette, est-ce que les parrainages, les 28, vont pouvoir être sécurisés, quel que soit le choix qui sera opéré? L'interrogation est à ce niveau. Parlant aussi, parlant justement de l'unité au sein de l'opposition, nous reconnaissons aujourd'hui qu'elle est bien évidemment plurielle, comme vous l'avez su bien stipuler sur ce plateau. À quel point est-il crucial justement, oui, pour l'opposition? Les FCBE, nous connaissons déjà leur position, justement, les démocrates. Actuellement, nous sommes en train aussi d'espérer, alors qu'au niveau du cadre de concertation, nous constatons déjà le départ. Alors, la question ici, c'est à quel point est-il crucial pour l'opposition de présenter un candidat unique pour la présidentielle 2026 et quelles sont les conséquences en cas de désaccord? Nous connaissons déjà qu'il est impossible désormais pour l'opposition d'avoir un candidat unique. Si le parti FCBE, qui détient son récépissé d'appartenance à l'opposition, est obligé d'aller signer des accords de coalition et a dit que le premier souci, le souci majeur, c'est que les militants exigent que le parti est son duo de candidats. Donc, s'ils vont en accord, c'est qu'ils sont pour intention d'avoir clairement, d'être du jeu et d'être de tous les trois scrutins. Donc, de façon péremptoire, je peux estimer que l'opposition n'aura plus un candidat unique. La FCBE dégagera, et les démocrates aussi, je souhaite fortement, vont dégager également. Le problème n'est pas autour d'une candidature unique forcément de l'opposition et même d'une candidature unique de la mouvance. C'est la capacité du meilleur candidat à fédérer autour de lui les choix, à solliciter plus de suffrages que les autres, à montrer un projet de société qui puisse charmer le peuple béninois. Et c'est là, je dis, et nous allons en revenir tout à l'heure, lorsque nous, citoyens béninois, excusez, je nous jette tous la pierre comme ça, et il y a certains qui le font, nous ne prenons pas la peine de dépulcher le projet de société des différents candidats quand il y a les joutes électoraux. Nous voyons seulement la personne, le profil. On ne fait pas de débat de fond, on ne fait pas de débat d'idées. Et du coup, lorsque le président et le candidat arrive à être élu, installé dans ses fonctions, nous sommes rapidement déçus. Alors que, quand vous allez dans le fond, la personne, le candidat élu, a certainement mis dans son projet de société tout ce qu'il déroule. Quand le président Talon disait la rupture, j'ai dit en 2016 à des gens, est-ce que vous avez fouillé? Vous êtes allé à même de comprendre ce que c'est que la rupture. Qu'est-ce que le monsieur a mis dans son programme de société? Et dès qu'il est arrivé, il a commencé par faire la rupture. On a commencé par crier. Il dit la rupture d'avec les grèves, la rupture d'avec beaucoup de choses, l'assainissement. C'est son programme de société. Patrice Talon, en 2016, j'avais une position. Ce n'était pas sa position. Mais je reconnais juste que c'est ce qu'il a dit, qu'il voulait faire, qu'il est venu faire. Mais les intellectuels qui nous ont vendu Patrice Talon ne sont pas allés dans son programme de société. Le mot simplement rupture veut dire beaucoup de choses. Nous n'avons pas cherché à appréhender tous les contours. Nous n'avons pas cherché à élucider ce que cela veut dire. Donc c'est là que c'est tout le crime que nous commettons dans le choix des dirigeants de notre cité. Nous nous cramponnons sur les individus. Nous ne leur opposons pas leur vision. Nous ne leur opposons pas leur programme de société. Programme de législature, programme de gouvernance. Il faut en avoir. Il faut discuter de ça dans toutes les langues si possible. Éduquer nos populations désormais à cela. C'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Sinon, nous faisons des choix par défaut. Voilà. Il est contre Boni Yahi, donc désormais, il faut qu'on vote contre son candidat. Il est pour Patrice Talon, désormais, il faut qu'on vote pour son candidat. C'est un peu comme ça que nous votons. Nous votons dans l'euphorie. Nous votons dans l'à peu près. Nous votons à la tête du client. Nous ne votons pas l'individu qui incarne une vision de développement, de postérité pour notre pays. Nous n'épousons pas. Si
Moi, je dis, Oui, les déçus, ceux qui me disent qu'ils sont déçus de Patrice Talon, je dis, vous avez tort. Vous êtes hypocrite. Bien que vous soyez pas de l'opposition. Bien que je ne sois pas de la mouvance. Vous n'êtes pas de la mouvance, oui. Je dis, vous êtes des hypocrites. Soit vous n'avez pas lu. Qu'est-ce que vous avez voté en 2016? Qu'est-ce que vous avez voté quand les autres disaient, écoutez, ça sera trop rigide si nous allons là. Vous avez dit, c'est ce qu'il faut. Et comme ça a touché directement vos intérêts, vous vous rebellez contre. Et c'est ce qui va advenir encore si nous n'allons pas à l'école des visions, à l'école des projets de société. Ça va advenir encore. Si nous focalisons seulement, on dit, bon, quel que soit le candidat que Boni Yayi présentera, ça doit marcher. Ou quel que soit le candidat de Patrice Talon, ça doit marcher. Ou quel que soit... Non, allons désormais à l'école des projets, de la vision qu'incarne le candidat. Parce que, de toutes les manières, ce qui doit compter pour le citoyen, c'est le Bénin, son avenir, sa postérité, son développement. Et ce n'est pas forcé que celui qui l'incarne vienne forcément de Patrice Talon ou de Boni Yayi. Du tout pas. Voilà. Ça peut être un individu lambda qui a suivi les deux et qui rigoureusement a pondu quelque chose de neuf, de néo-deal pour la société. Pour la société. Donc pour vous, il ne s'agit pas de quelqu'un en tout cas capable de pérenniser les acquis de la rupture. Non, vous savez, nous ferons le débat des acquis de la rupture. Voilà. Moi, je ne suis pas un nihiliste. Patrice Talon a-t-il fait ce qu'il peut pour le Bénin? Il en a fait, il a fait assez. Patrice Talon a-t-il atteint tous les objectifs? C'est non. Il le reconnaît aussi. Bien sûr. Donc, on ne viendra pas saccager ce qu'il y a. Même si l'opposition dégageait des candidats, je ne soutiendrai pas un candidat qui me dira, bon, quand je viens, je vais saccager tout ce que Patrice Talon a fait. Ce n'est pas moi, ça. Ce n'est pas Julie Kael Rakoumouanou. Ce n'est pas ma logique de voir les choses. S'il y a des acquis positifs, il faut les pérenniser, les sécuriser. Essayer maintenant de voir là où Patrice Talon a échoué, éventuellement, de corriger et de faire la jonction des gouvernances précédentes pour sortir notre pays de ce que nous vivons. Tout simplement. Donc, je suis totalement à l'opposé de ce qu'ils pensent qu'il faut être Patrice Talon pour proposer un candidat et ça passe, de ceux qui pensent qu'il faut être Boni Yayi pour proposer un candidat et ça passe. Je suis de l'école des gens qui prône la vision. Merci. Merci Roch, nous allons revenir à vous tout à l'heure. Docteur Gildas Sena Mende Aizanon, vous avez suivi aussi de tout le temps, ça a duré sa prise de parole ici sur ce plateau. Il est revenu justement sur l'influence du président Boni Yayi justement dans le choix du candidat au sein du parti Les Démocrates. Sa dernière sortie également, il a aussi estimé que oui, aujourd'hui, il n'y a plus de doute autour de ce que l'opposition aujourd'hui n'aura pas un seul duo de candidats. Vous avez suivi également vos analyses. Oui. N'est-ce pas, l'ami, vous l'avez présenté comme étant proche, n'est-ce pas, de l'opposition. Donc, certainement qu'il sait mieux que moi ce qui se passe dans le camp de l'opposition. Bon, que l'opposition en vienne avec plusieurs candidatures, ce ne serait pas non plus une nouveauté, une singularité. L'opposition nous a habitués, n'est-ce pas, à cette façon de faire. Il est possible que l'opposition vienne avec 3-4 candidats et que malgré tout, un seul candidat, toujours de l'opposition, puisse ravir la vedette à tout le monde parce qu'il aurait réussi, comme il le dit très bien, à fédérer un peu ce que les Béninois veulent. En fait, 2026, qui saura le mieux parler aux Béninois? Qui saura le mieux rassurer les Béninois? Qui va incarner cet espoir que les Béninois veulent? Vous faites encore très bien de montrer que on ne lit pas beaucoup les projets de société. C'est vrai. C'est pourquoi il faut espérer que à l'occasion de cette élection présidentielle, les Béninois puissent se dire quel est l'homme qui me semble le mieux outillé pour m'aider à régler les problèmes majeurs de développement qui se posent, n'est-ce pas, à moi, qui se posent à l'ensemble du pays. Qui le mieux incarne, n'est-ce pas, un visage de paix, un visage de réconciliation. Particulièrement, moi, je souhaite que la gouvernance prochaine soit une gouvernance très apaisée. Je souhaite que le prochain président de la République, comme
le président Patrice Talon l'a dit, puisse travailler avec toutes les intelligences d'où qu'elles viennent. Prendre des intelligences même du côté de l'opposition pour qu'ensemble on puisse construire le pays. C'est cela qui est important. À supposer que l'opposition, par exemple, ait finalement la confiance du peuple, n'est-ce pas, en réussissant à placer son candidat en 2026. Ce serait malheureux que ce candidat-là vienne pour de la revanche ou pour des règlements de compte. Quand est-ce qu'on va finir avec le cycle infernal des règlements de compte pour nous concentrer, pour mobiliser toutes les énergies? Moi, je rêve de voir certains descendre. Je rêve de voir tout le monde, la main dans la main, comme on le dit, autour de la Jacques Troué, pour qu'on puisse bâtir la maison Bénin. Mais pour faire ça, pour faire tout ça, et nous sommes dimanche, jour de sabbat, vous permettrez que je puisse dire que pour faire tout ce que je dis là, ben, il faut avoir la crainte de Dieu aussi. Hein. Il faut avoir la crainte de Dieu. Parce que si vous n'avez pas Dieu, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous ne pouvez pas aimer vos semblables. Vous ne pouvez pas faire preuve de compassion. Vous ne pouvez pas avoir à cœur la justice. Vous ne pouvez pas avoir à cœur la notion d'intérêt général. Vous ne pouvez pas prendre pitié pour des gens de basse condition. Il faut avoir Dieu, aimer son prochain, au-delà de tout ce qu'on peut citer comme compétence. On peut être le plus compétent du monde et n'avoir en tête que d'agir pour une minorité et pour un groupe d'intérêt. Est-ce que c'est ça le peuple veut aujourd'hui? Il faut quelqu'un qui est capable de regarder tout le monde. On veut un père de la nation. Il faut des gens qui incarnent réellement le père de la nation. Le père de la nation n'est pas uniquement le père d'une catégorie. Nous ne voulons pas d'une nation où les uns croient qu'ils sont broyés par les autres. Il faut de la solidarité. C'est mon rêve pour le Bénin. C'est pourquoi je dis, il faut avoir la crainte de Dieu. Nous sommes dimanche. Sans la crainte de Dieu, sans Dieu dans notre affaire, on a beau tout faire, on va faire confiance à un homme, mais quand il va arriver, ben, il va se foutre pas mal de ses engagements, il va dérouler comme il entend et on va se mettre à crier. Mais quand quelqu'un a la crainte de Dieu, je crois que ça dépasse même ses capacités personnelles, ça dépasse ses compétences. Il va regarder dans le rétroviseur, il va faire attention, même quand il faudra sanctionner, parce qu'il faudra sanctionner. Il faudra sanctionner, mais il va regarder comment sanctionner. Il le fera avec un esprit de justice pour que le pays avance, avec un esprit de pédagogie, mais pas avec un esprit de revanche ou de règlement de compte. Merci. Merci beaucoup à vous, Dr Gildas Senamende Aizano sur ce plateau. Puisque c'est une question du temps, nous allons passer au second sujet de ce plateau ce dimanche 14 septembre 2025. Au lendemain, je vais rapidement citer la directrice générale de l'ANAGEM qui dit au lendemain de la fête de Nouvel An, c'est-à-dire à partir du 5 janvier 2026, nous allons commencer le déménagement réel du marché d'Antokpa et ce sur 10 jours, donc jusqu'au 15. Voilà, c'est jusqu'au 15 janvier. Nous allons déménager le marché d'Antokpa, tous secteurs d'activité confondus, alimentaires comme non alimentaires. Ce sont là quelques propos justement de Madame Eunice Loisel-Kinifort, directrice générale de l'ANAGEM. Oui, la période est enfin connue, Dr Gildas Aizano. La question qu'on se pose ici, c'est de savoir, oui, comment les usagers de ce marché doivent s'y prendre. Si nous savons que c'est déjà une information annoncée depuis plusieurs mois. Oui, déjà il faut féliciter, n'est-ce pas, le gouvernement du président Patrice Talon pour cette audace. Voilà. Délocaliser le marché d'Antokpa il y a quelques années en arrière, l'idée aurait paru saugrenue parce que nous avons un attachement affectif vis-à-vis du marché d'Antokpa et de son emplacement actuel. La plupart d'entre nous, nous avons grandi en voyant ce marché là où il est. Mais nous devons reconnaître aussi que le Cotonou d'il y a 30-40 ans n'est plus le Cotonou d'aujourd'hui et que le marché également a besoin de beaucoup plus d'espace pour mettre ses animateurs beaucoup plus à l'aise, pour que les usagers également puissent ressentir un certain confort. Donc le président Patrice Talon et son gouvernement ont pris courageusement la décision de déloger ce marché-là. Qu'est-ce que les usagers doivent faire maintenant que le calendrier est connu? Le planning il est suffisamment clair, je crois. Chacun sait exactement quel est le nouvel emplacement qui lui est affecté.
c'est une délocalisation qui va se faire de manière progressive, étape par étape. Ceux qui quittent premièrement sont connus et sont déjà informés. Je crois qu'actuellement, il y a une succession de réunions. C'est pourquoi je voudrais féliciter, n'est-ce pas, les gestionnaires de l'agence qui s'occupe de la gestion de nos marchés, qui ont fait une planification de manière à ce que ceux qui sont dans les produits de luxe, et je pense que ceux-là s'attendent à venir du côté du stade de l'amitié. Oui. Donc, ils sont plus ou moins informés. Cela veut dire que les dispositions sont prises pour que les boutiques soient attribuées à qui de droit, avec certainement encore des places qui restent en réserve. Pareil, ceux qui doivent aller du côté du marché de gros, à Kassato, je crois bien, oui. Ceux-là également sont recensés, ils sont connus. Donc actuellement, on va commencer déjà par procéder à l'identification des boutiques. Les derniers réglages sont en cours pour l'attribution des numéros de boutiques. Moi, je pense que tout devait en principe se passer normalement. Tout devait bien se passer parce qu'on a quand même pris le temps. Vous savez ce qui fait la force aussi du président Patrice Talon et de son gouvernement, c'est que ça n'agit pas dans... on prend le temps de bien faire les choses. Et je pense que sur cette question-là, on a bien fait les choses. Il y aura quelques petites failles. Certains ne vont pas se retrouver au début. Mais je pense que globalement, la planification a été très bien réfléchie. Les uns et les autres savent déjà à peu près là où ils vont se retrouver. Le gros lot maintenant, c'est peut-être les vendeurs ambulants, voilà, qui devront se demander vers quel pôle il faut s'orienter. Est-ce qu'on va leur permettre la même chose que ce qui se passait à l'intérieur, par exemple, du marché d'Antokpan, où vous avez beaucoup d'ambulants qui sillonnent les différentes artères? Comment ça va se passer exactement? Je crois que là également, bon, on va le découvrir. La question va rester posée. Merci, voilà. Merci beaucoup. Alors, oui, Roch, Rouanou, vous avez suivi cette information est bel et bien annoncée depuis plusieurs mois. Maintenant, la période est enfin connue, 5 au 15 janvier 2026. Vos appréciations? Bon, je pense que c'est la gouvernance Talon qui continue d'imprimer sa marque. Et il y a pour moi toujours un déficit de communication. Et nous avons connu la période. Mais comment ça va se passer, l'opérationnalisation exacte n'est pas connue de tous les Béninois. Et le gros lot dans ce marché de Dantokpa, ce ne sont pas les vendeurs de luxe ou les vendeurs de gros. Ce sont les petits commerçants. Le marché là m'a vu naître moi. Le marché prend du volume, comme certains le disent. Et de qui on doit se soucier? Ce n'est pas les vendeurs de gros qu'on a déjà réussi à rediriger, les vendeurs de luxe qu'on dirige également, oui. Mais les petits vendeurs, c'est de ça qu'ils vivent, et eux et leurs parents. C'est avec ça qu'ils financent les études et l'avenir de leurs enfants. S'il y a un plan prévu pour ceux-là, il faut qu'on communique assez sur ça, qu'on l'extériorise. Et puis, Calavi, n'oubliez pas, le plan de circulation, c'est toujours un problème épineux. L'embouteillage aux heures de pointe. Et quand on va, parce que Calavi autrefois, c'était connu que nous l'appelions cité dortoir. Aujourd'hui, c'est devenu pratiquement cité commerciale. Comment faire pour qu'il y ait plus de voies? Pour que ça ne mette pas plus en difficulté les populations dans leur déplacement. Si les autres sont dirigés vers le stade, c'est encore une autre paire de manches. La circulation, comment il faut? En réalité, les autres disent, certains disent que Cotonou, depuis le début, on a péché, et par rapport à l'urbanisation, et des zones qui ne devaient pas être habitées sont habitées, et il y a des problèmes. Donc, il faut que l'agence communique encore et qu'on pense nécessairement, impérativement aux petits commerçants. Ce sont eux d'ailleurs qui font le marché d'Antokpa. Quand vous allez, c'est quand vous avez besoin de quelque chose d'assez précis que vous vous dirigez vers le vendeur de luxe ou des gens de gros.
Ceux qui font le marché, ce sont les petits commerçants. Le petit condiment, il y a des bonnes femmes, il y a nos mamans qui attendent la fin du mois ou chaque 2 semaines, plutôt que de payer dans le quartier, préfèrent faire une provision de masse au marché d'Antokpa pour suivre la famille. Donc, il y a que cela va bouleverser les habitudes, mais ce n'est pas parce que ça va bouleverser des habitudes qu'on sera contre, mais c'est parce que d'autres vont se retrouver à perdre, comment on peut appeler ça communément, leur job, parce qu'ils vont vendre quelque chose, c'est leur job. Tout le monde n'est pas appelé à travailler dans la fonction publique, tout le monde n'est pas appelé à être dans les bureaux. Ils participent à l'économie béninoise, comment il faut les reloger, comment il faut les recaser. Si c'est prévu, il y a impérativement lieu qu'on communique. Qu'on pense absolument à plus de voies d'accès. À Calavi, qui désormais n'est plus cité dortoir, parce qu'il y a GDIZ qui est cité commerciale, bien sûr, et autres. Stade de l'amitié, où on veut reloger des gens également. Là, c'est aussi tout un problème à la sortie des bureaux. Merci. Merci beaucoup. Et s'il vous était donné de conclure, que diriez-vous rapidement? Nous sommes à la fin. Remercier ETélé d'organiser toujours des débats passionnants pour permettre aux acteurs d'éclairer nos populations. Je vais saluer la clairvoyance de mon vis-à-vis et qui a eu des interventions pas partisanes forcément, mais intellectuelles. Et voilà, je vais vous remercier de m'avoir invité et demander à nos populations béninoises que pour les prochaines élections, que nous ne fassions plus comme nous avons l'habitude de faire. Que nous ne voyions plus juste les têtes en présence, mais que nous allions fouiller dans les programmes de société et que nous signions un pacte de respect d'un programme avec le candidat que nous aurons élu. Merci. Merci beaucoup à vous, Roch. Oui, à vous, Dr Gildas, pour conclure, votre mot, message de fin. Non, je ne peux qu'en retour aussi saluer un peu tout le travail qui se fait à ETélé ici, saluer mon vis-à-vis qui a été également très passionnant dans son développement, très objectif. Ce qui compte, c'est notre pays, c'est l'avenir de notre pays. Et enfin, pour les populations, j'ai envie de dire que l'espoir est permis. J'ai envie de dire que la balle revient dans le camp des populations pour 2026. À vous de savoir jouer la balle cette fois-ci pour ne pas regretter. C'est la population qui est propriétaire du processus de démocratie. Donc c'est à vous de décider maintenant, c'est à vous de trancher. Tranchons ensemble pour le meilleur possible pour notre pays. Mais au-delà de tout, préservons la paix, retenons le maître mot, l'intérêt général et n'oublions pas qu'il y a Dieu dans l'affaire. Mettons-nous en prière. Merci beaucoup. À vous, mesdames et messieurs, nous sommes dimanche, il faut véritablement se mettre en prière, car l'intérêt qui doit donc être la priorité de tout un chacun de nous, c'est bien sûr le Bénin. Ainsi prend fin ce plateau de duel ce dimanche, si vous l'avez compris. Vous avez eu droit à une analyse, oui, aussi pertinente entre nos invités sur ce plateau. Roch Judical Roch Onwanou, il est un analyste politique proche de l'opposition au Bénin. Vous avez suivi en tout cas ces analyses sur les deux sujets que nous avons abordés sur ce plateau ce dimanche. Dr Gildas Sena Melia Izanon, il est un acteur politique et proche de la mouvance, un soutien aux actions du président Patrice Talon. Vous l'avez également suivi sur ce plateau. Deux sujets majeurs ont donc été retenus, ont été développés sur ce plateau. Il s'agit bien sûr des présidentielles de 2026, Boni Yayi, le débouchage et la candidature de l'opposition jusqu'à quand, en tout cas la dernière décision. Il faut rester donc concentré sur le deadline. Oui, l'on stipulé ici, mais invités, déménagement du marché d'Antokpa du 5 au 15 janvier 2025. Nous en avons aussi parlé et les préoccupations ont été développées comme il le faut. Dimanche, ces politiques se poursuivent. Angèle Toboula reprend le contrôle. Oui, la prochaine étape, vous allez donc le suivre également sans aucun souci. Merci de rester fidèle à nos programmes, tout en vous rappelant que nos productions sont disponibles sur nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook, ETélé en direct, notre chaîne YouTube, ETélé Bénin, notre compte X, ETélé en live, sans oublier notre application iOS et Android, ETélé, tout simplement ETélé avec vous, pour vous, le programme se poursuit.